Merci d'être là. J'espère que vous avez bien déjeuné et c'est pas le moment de faire la sieste. On compte sur vous, on vous surveille. Donc, pour cette troisième séquence, on va faire un format un peu spécial. On va faire une interview sur le sujet rénover, une question de climat. Vous l'avez vu, il y a des dérèglements climatiques et donc il faut que les sujets de rénovation s'adaptent à ces changements. Pour en parler, je vais demander à Alban Gaspard de me rejoindre. Et là, nous avons un tête-à-tête, donc plus de temps pour développer les sujets. Donc, Alban Gaspard, vous êtes sociologue, chargé de la prospective du bâtiment et de l'immobilier auprès de l'ADEME. On a besoin de votre éclairage pour mieux comprendre l'impact de la rénovation énergétique sur nos émissions de carbone et donc aussi sur le climat. Et dans l'autre sens, comment aussi on doit s'adapter au changement climatique quand on fait des travaux de rénovation. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous rappeler pourquoi l'ADEME recommande la rénovation globale en une fois? Alors bonjour à tous. Donc à l'ADEME, on est une agence d'expertise, on fait des études et on fait plusieurs sortes d'études, mais notamment des études de prospective, où on se projette à 2050 et on essaye de voir comment est-ce qu'on peut emmener tous les secteurs de la société française vers la transition et la neutralité carbone. Donc la neutralité carbone à 2050, en gros, c'est ne pas émettre plus de gaz à effet de serre qu'on est en capacité d'en absorber. On en absorbe comment? Soit avec les forêts, les sols, soit avec des technologies de captage et stockage de CO2. Donc cet objectif carbone à 2050, c'est bien une équation globale avec tous les secteurs de l'économie française. Le bâtiment, l'agriculture, l'industrie, etc., etc. Donc le bâtiment dans tout ça, si il fait le maximum, eh ben, les autres secteurs ont moins à faire. S'il en fait moins, les autres secteurs ont plus à faire. Concrètement, si le bâtiment baisse au maximum ses émissions carbone, il n'y aura pas besoin d'avoir des technologies de captage et stockage de CO2. Si le bâtiment émet plus de carbone, eh ben, il y aura besoin de venir capter ce CO2. Donc, on a fait différents scénarios à l'ADEME qui s'appellent Transition 2050. Si ça vous intéresse, vous avez tous les éléments sur Internet. Ce qui ressort de ces scénarios, c'est que selon l'effort que va faire le bâtiment, il faudra soit s'en référer à d'autres secteurs, soit le bâtiment va pouvoir décarboner. Et dans les scénarios où le bâtiment et donc les logements décarbonent le plus, c'est des scénarios où on a en 2050 un parc de logements qui est à environ 80% en BBC. Ancienne étiquette ancien BBC. Bâtiment basse consommation. Voilà, Ouais. niveau BBC Rénovation, le label BBC Rénovation actuel. Donc on sait qu'il va falloir amener 80% du parc à ce niveau-là et les 20% restants ne vont pas se tourner les pouces, il va également falloir faire des rénovations. On va les amener à des niveaux qui sont plutôt des niveaux C, mais décarbonés pour pouvoir que même s'ils consomment de l'énergie, leur énergie consommée soit décarbonée. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Une fois qu'on a cette image finale de là où il faut qu'on soit en 2050, on se pose la question de qu'est-ce que ça veut dire sur les bâtiments. Sur les logements, ça veut dire amener les logements à ce niveau BBC. Étiquette A, étiquette B. Pour le faire, comment le faire? Et donc là, on sort de la prospective, on n'est plus sur les études techniques que conduisent mes collègues. Sur la mise en œuvre. Sur la mise en œuvre sur un logement en particulier. On sait que ce sont des logements des travaux à faire pour amener à du BBC qui sont des travaux d'ampleur. Alors, on les fait comment? C'est cet ordre du parcours de travaux qui est reconnu? Ce qu'on a fait ces dernières années, c'est faire un ensemble d'études techniques pour essayer de comprendre concrètement comment on peut arriver au BBC. Alors, en une fois ou avec 2 ou 3 étapes, mais avec un ordonnancement propre des travaux. Donc ça, je pense que c'est des choses que vous connaissez tous si vous êtes sur le forum de la rénovation globale. Attention, tout le monde ne connaît pas tout. Alors, petit rappel, la rénovation globale, c'est traiter l'ensemble des 6 postes du logement. Donc on est sur l'enveloppe et les équipements. Tous les postes d'enveloppe, les murs, les fenêtres, les planchers bas, les planchers hauts, etc., les équipements. Donc ça, c'est la première condition d'atteinte, c'est il faut traiter tous les postes. La deuxième condition d'atteinte, c'est qu'il faut traiter les interfaces entre les postes. Donc faire attention à l'endroit où la fenêtre rencontre l'isolant, etc., etc. Et ce traitement des interfaces, ça appelle un ordonnancement des travaux. Parce que si vous ne l'avez pas préparé à l'avance, vous allez anticiper, louper. En fait. C'est ça, il faut tout anticiper. Il faut tout anticiper et ordonnancer les travaux.
Et donc cet ordonnancement des travaux, là encore, ça fait partie des conditions d'atteinte d'un niveau de performance de type BBC Rénovation. Généralement, l'ordonnancement passe d'abord par l'isolation, puis par le changement du système de chauffage et d'eau chaude sanitaire, puisque ça permet de mieux dimensionner ce système. Est-ce que là-dessus, il y a une forme de consensus auprès des professionnels ou là encore, il y a des dissensions, pas des querelles, mais des façons de voir différentes? Ou est-ce qu'à peu près tout le monde est d'accord là-dessus? Sur les conditions d'atteinte du BBC, je pense qu'on est tous d'accord, notamment avec les travaux de l'Observatoire Effinergie sur le BBC. Là où il peut y avoir encore des questions, c'est sur les conditions de performance des pompes à chaleur, qui ont fait beaucoup parler d'elles, et sur lesquelles, du coup, il y a besoin d'instrumenter et de remonter de la donnée. Mais sur les conditions d'atteinte du BBC... Là-dessus, ils sont à peu près d'accord, hein, les professionnels entre eux. Alors, Alban Gaspard, j'ai une question sur... Donc là, on peut anticiper qu'en faisant tel ou tel travaux de rénovation, on va obtenir tel et tel gain théorique. Oui. D'accord. Mais est-ce que les consommations d'énergie qu'on mesure après, est-ce qu'elles sont systématiquement en raccord avec ce qu'on avait prévu de façon théorique? Oui, alors là encore, c'est une question. Alors peut-être juste pour finir sur cette question de est-ce qu'on y est à 2050, le nombre de rénovations BBC à l'heure actuelle, c'est 41 000 par an. Dans nos scénarios, on monte à 700 000 en moyenne par an. Voilà, ça, c'est la marche à franchir. Donc ça, c'est quand on dit qu'il faut 200 000 ETP par an, etc. à 2030, c'est cette marche-là qu'il faut franchir pour se mettre sur une trajectoire 2050. Et donc du coup, se pose la question effectivement de si je rénove, si je fais l'effort, est-ce que les résultats sont au rendez-vous? Alors, là encore, ça dépend de quelle rénovation on parle. Si c'est de la rénovation par geste, c'est plus compliqué. Si c'est de la rénovation BBC, on a financé à l'ADEME une étude qui s'appelle Perf in Mind, qui a instrumenté 106 maisons BBC. Donc vraiment, ce qui est intéressant, c'est d'avoir de l'instrumentation, parce que dans le domaine du bâtiment, la montée de données réelles, c'est quand même ce qui est le plus précieux pour réussir à comprendre si ça fonctionne ou si ça fonctionne pas. En fait, pour pouvoir agir, il faut mesurer et avoir des datas fiables, en gros, c'est ça? Tout à fait. Et puis, ça permet aussi de valider certaines approches. Et ce que cette étude, qui s'appelle Perf in Mind, je vous donne des références au fur et à mesure. Hein. Elles sont toutes disponibles sur le site de l'ADEME. Il n'y a pas les notes de bas de page, on est à l'oral. Il n'y a pas les notes de bas de page. Alban, elle vous donne plein de références et tout. Vous pouvez aller regarder sur le site internet de l'ADEME. L'instrumentation de ces maisons a permis de confirmer l'approche. Et ça, c'est hyper intéressant. C'était la première fois qu'on allait instrumenter 106 maisons. 106 maisons, c'est pas rien. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de BBC en France. Il y en a encore moins sur les maisons. Donc c'est un échantillon. Qu'est-ce qui ressort à peu près de ces 106 maisons? Globalement, est-ce que c'est plus vertueux? Alors, c'est plus vertueux et surtout, le point important à retenir, c'est qu'on a 90% des maisons qui ont atteint le niveau BBC Rénovation. Et que quand elle ne l'avait pas atteint, on sait l'expliquer. Il ne faut pas oublier que c'est quand même encore des opérations pionnières. Donc forcément, il peut y avoir un phénomène d'apprentissage, etc. Mais en tout cas, les résultats sont au rendez-vous. Et ça, c'est hyper important. Parce que ça veut dire qu'on arrive à calibrer. Maintenant, on sait que si on fait une rénovation BBC, c'est qu'on la fait bien. Donc on l'anticipe, qu'on la prépare, qu'on fait des travaux de qualité et qu'on fait un contrôle qualité à la fin. Les résultats sur la maison individuelle sont au rendez-vous. Alors ça, c'est sur la maison individuelle. On a vu, les situations sont très particulières. Ça serait un peu comme de la médecine avec des corps humains, où il y a plein de points communs, mais il y a aussi des spécificités. Là, vous avez parlé de la maison individuelle. Le sujet des copros, c'est un vrai sujet, ça, de réussir à agir en fait sur les copropriétés, où il y a tout un tas d'acteurs différents qui n'ont pas les mêmes intérêts. Il faut que ça soit voté pour qu'il y ait des travaux qui soient entamés. Alors effectivement, la prise de décision en copropriété est beaucoup plus compliquée qu'en maison individuelle, puisque vous avez à faire intervenir une multitude d'acteurs, des bailleurs, des propriétaires occupants, etc. Sur le plan technique, ça fait partie de nos programmes de travail en fait, d'aller faire aussi de l'instrumentation pour faire remonter des informations sur les conditions d'atteinte de la performance. Donc à l'heure actuelle, les ressources dont on dispose, c'est celle de l'Observatoire Effinergie, qui du coup en déduit un peu les mêmes choses, c'est-à-dire agir sur les 5 postes, etc., sur la copropriété, enfin sur les logements collectifs. Et puis, les retours d'expérience qu'on a sur le plan technique, c'est surtout ceux des bailleurs sociaux, qui sont le segment de parc sur lequel il y a la dynamique de rénovation performante la plus poussée. Puisqu'ils ont les moyens organisationnels de faire quelque chose de rationnel et de massifié. Voilà, ils ont les compétences en interne. Plus que les petites copros. Voilà.
Et donc, du coup, sur le plan technique, on sait qu'on a déjà des bailleurs sociaux qui arrivent à des niveaux de consommation qui sont celles de l'étiquette BBC. Alors, je reviens à ma question d'avant. Là, vous nous avez donné l'exemple de cette étude sur 106 maisons individuelles BBC. C'est bien ça. Donc ça, c'est quand ça marche. Les fois où les gains après les travaux ne sont pas à la hauteur de ce qu'on pensait, c'est lié à quoi? Est-ce que ça a été mal anticipé? Est-ce que les travaux ont été mal exécutés, pas dans le bon ordre? Est-ce que le comportement des habitants de la maison ou de l'appartement joue pour mesurer cette efficacité? Alors oui, là Il y a encore, 12 questions dans ma question. oui, mais en fait, vous venez de citer les principales raisons pour lesquelles il y a ces décalages. Et alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a plein de raisons pour lesquelles il peut y avoir des décalages. La bonne nouvelle, c'est qu'on les connaît de mieux en mieux. Et donc, on va pouvoir de mieux en mieux Agir dessus. agir dessus et aussi comprendre un peu la marge d'incertitude associée à chacun de ces facteurs. Donc, on va en citer quelques-uns, mais vous en avez déjà cité beaucoup. Il y a des incertitudes sur l'état initial de la maison. Il y a aussi des incertitudes sur comment on projette la situation d'après, puisque les moteurs de calcul ont chacun des marges d'incertitude, des conventions, etc., etc. Il y a cette phase chantier où on peut prendre des décisions, revenir sur des décisions qu'on avait prises, etc. Le truc ne se passe pas comme avant, comme on avait prévu. Et puis, il y a des enjeux de compétences aussi, d'articulation des différents corps de métier. Donc, la phase chantier aussi a un impact sur ces décalages. Et puis après, à la fin, il y a effectivement la manière dont on vit dans le bâtiment, mais aussi la météo, etc. Puisqu'on on est sur des projections conventionnelles. Tout ça, effectivement, ça peut empiler des incertitudes autour du résultat final, mais puisqu'on les connaît et qu'on peut de mieux en mieux les caractériser, on peut de mieux en mieux définir des couloirs, voilà, qui permettent des fourchettes de projection. Et ça, c'est hyper important parce que ça permet de se dire, dans le futur, on n'est pas très très loin de la garantie de performance. Et alors, est-ce que finalement, est-ce que ça vaut le coup de faire des travaux de rénovation pour un particulier, pour une petite entreprise? Alors, est-ce que ça vaut le coup en termes de pépettes, en termes d'argent, de budget? Et est-ce que ça vaut le coup réellement par rapport à tout ce que ça engage, comme énergie, comme... Alors, je vais vous répondre d'abord sur les aspects financiers, parce que la question de la rentabilité économique et financière de la rénovation, c'est un truc qui a fait couler de l'encre à foison ces derniers temps. Tout dépend de ce qu'on regarde. Et donc, en fait, vous allez avoir des premiers résultats qui vont dire la rénovation n'est pas rentable sur un plan économique et d'autres résultats qui vont vous dire la rénovation est rentable sur un plan économique. Oui, mais en fait, c'est un calcul coût-bénéfice. Donc, tout dépend ce qu'on met dans le coût, tout dépend ce qu'on met dans le bénéfice. Dans le coût, vous pouvez avoir le simple surcoût de la performance. Donc, j'aurais pris cette chaudière-là, je vais en prendre une un peu plus performante. Je ne prends que le surcoût de la performance. Jusqu'à, je prends l'intégralité des travaux induits liés à la rénovation. Donc, parce que j'ai fait ma rénovation, j'ai dû passer un coup de peinture, mettre aux normes électriques, etc., etc. Et je prends tout ça. Donc, vous voyez déjà, le premier terme de l'équation, il peut être très différent d'une étude à l'autre. Le terme bénéfice aussi. Est-ce qu'on prend que le bénéfice sur la facture ? Les bénéfices, ça peut être la facture, ça peut être le confort de vie, le confort d'été, il y a tout un tas de choses. Tout à fait. Et vous avez différents types de bénéfices à l'échelle du ménage. Dès qu'ils sont monétarisables, c'est la facture. Dès qu'ils le sont beaucoup moins, c'est le confort. Et puis après, vous avez les bénéfices sociaux, économiques et sociaux. Et quand on sait que dans nos scénarios, il va falloir rénover, la question, c'est pas tant est-ce que c'est rentable, mais c'est comment est-ce qu'on aide le ménage à prendre la bonne décision et à faire en sorte que le calcul pour lui soit rentable. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire en sorte que le reste à charge soit le plus limité possible pour ceux ou nul pour ceux qui ne sont pas en capacité de le payer, et sinon, quelle prise de relais par les prêts, etc. Donc en fait, cette question de la rentabilité économique, elle est un peu compliquée parce que chacun, et donc ce serait hyper bien que les économistes identifie exactement de quoi il parle quand il parle de rentabilité pour un peu clarifier le débat. Il y a des tables rondes sur lesquelles on va détailler un petit peu parce que c'est vrai que Voilà. d'une personne à l'autre, c'est difficile de détailler ça. Alors sur la rénovation globale qui n'est pas si facile que ça à enclencher, est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux parler d'adaptation? D'adapter l'habitat, le logement? Alors là, on passe sur la deuxième dimension du climat. On n'est plus sur l'atténuation, on est sur l'adaptation. Et effectivement, la question de l'adaptation au changement climatique, c'est le bon moment là pour se la poser. Je pense que
après le mois de septembre qu'on a eu, je pense que c'est bon, il n'y a plus besoin de faire de démonstration. Néanmoins, Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, plus on se prend des grelons dans la tronche au printemps ou plus il y a de canicule en été, et plus les gens écoutent quand on parle en fait des réactions qu'on va devoir avoir par rapport voilà. au changement climatique. Après, du coup, la question très concrète, c'est qu'est-ce que ça veut dire quand on prépare un projet de rénovation? Et donc, il y a un enjeu à bien anticiper ces questions-là. Je vous donne un exemple sur le confort d'été. Clairement, il y a des endroits où il y a des synergies entre rénovation énergétique et adaptation, par exemple autour de l'isolation. On a publié récemment une étude qui s'appelle Résilience, qui là aussi est sur le site internet de l'ADEME, et qui a fait, alors pas des instrumentations, mais des simulations thermiques dynamiques de différents types de logements dans des climats 2050 et 2100. En gros, pour savoir si ça passe et quels sont les degrés d'inconfort qu'on a dans ces bâtiments-là. Donc, une des conclusions, c'est l'isolation, c'est validé à condition de surventiler la nuit, c'est-à-dire à condition de rafraîchir le bâtiment. Mais l'isolation, ça fait partie des synergies entre adaptation et atténuation. Deuxième point, il y a des choses qu'on peut anticiper quand on fait une rénovation. Et donc, vous voyez bien que la rénovation globale, ce n'est pas qu'une rénovation globale sur le plan énergétique, c'est aussi une rénovation globale sur le plan adaptation au changement climatique. Et on pourrait parler qualité de l'air, etc. Il y a plein de dimensions à prendre en compte. Les points à anticiper, par exemple, c'est poser des volets, là où il n'y en a pas. Donc, protéger le bâtiment. Et un des points aussi qui est ressorti des simulations, c'est les brasseurs d'air, qui sont extrêmement efficaces. Donc, qui dit brasseur d'air dit, quand je pense à ma rénovation, je ne mets pas un lustre en plein milieu du salon, je vais poser un brasseur d'air. Donc ça veut dire que ça s'anticipe, ces choses-là. Donc il va falloir de plus en plus anticiper les impacts du changement climatique pour arriver sur des approches qui sont un peu multidimensionnelles. Je prends l'atténuation, je prends l'adaptation au changement climatique en même temps, et j'essaye de réfléchir en même temps à toutes ces dimensions-là. Alors, sur la partie des besoins financiers, mais il n'y a pas que l'argent et les budgets et les investissements, et humains nécessaires à cette rénovation globale. De quoi on a besoin? Alors, on a besoin d'argent et on a besoin de bras. Donc, Et parce que pas de bras, pas de chocolat. Ça et peut pas pas de avancer rénovation s'il n'y a pas globale. de bras. Et, Alors, qu'est-ce et on qu'il a faut besoin de faire? rénovation globale. Alors, ce qu'il faut faire, je ne sais pas, mais je vais vous donner les volumes de financement associés. Pardon. I4C, qui est un think tank qui dépend de la Caisse des dépôts, fait régulièrement des chiffrages de combien coûterait la trajectoire SNBC, Stratégie nationale bas carbone. Et ils ont aussi chiffré nos scénarios ADEME Transition 2050. Et donc, pour le logement et la rénovation dans sa partie atténuation du changement climatique, parce qu'ils sont en train de faire des chiffrages sur la partie adaptation au changement climatique, et sachant qu'il y a des choses qui sont mutualisables, hein, donc ça c'est la bonne nouvelle. Sur la partie atténuation au changement climatique, on sait qu'à l'heure actuelle, on dépense tous ensemble, État, ménage, 20 milliards d'euros par an. 20 milliards d'euros par an, en grande majorité sur des rénovations par geste. Donc, l'enjeu, ça va être de réorienter ces 20 milliards vers de la rénovation globale et de rajouter 20 milliards pour arriver à une enveloppe qui serait celle des 700 000 rénovations par an. Donc, on est à peu près sur 40 milliards fourchette haute de besoins d'investissement. Donc ça, c'est les besoins financiers d'investissement qui ont été identifiés par ces travaux. Voilà. Et du côté des besoins humains, ressources humaines? Alors, sur les besoins de nos ressources humaines, on a plusieurs projets en cours qui chiffrent ces travaux. Vous avez des premiers travaux qui ont été publiés en juillet, qui sont ceux de France Stratégie, et qui ont publié en plus une petite synthèse des différents travaux en cours, et notamment de travaux à l'ADEME dans un projet qui s'appelle Build Up Skills 2, qui a lui aussi en fait fait une analyse de combien il nous faudrait d'ETP. Donc pour le moment, on n'a publié que les résultats à 2030. On est sur une fourchette entre les travaux ADEME et les travaux France Stratégie, entre 170 000 et 250 000 ETP supplémentaires à 2030. Donc là encore, vous voyez les fourchettes. Mais ce n'est pas surprenant, on passe de 41 000 à 700 000, on passe de 20 milliards à 40 milliards, on augmente de 200 000. Oui, on accélère en fait, c'est ça. C'est une accélération, et c'est une accélération extrêmement importante, puisque 2030, c'est dans pas très longtemps. Alors, Alban Gaspard, moi j'ai une dernière question. Est-ce que vous pourriez nous parler du déploiement des opérateurs ensembliers et qu'est-ce que ça peut apporter? Alors, une des convictions qu'on a à l'ADEME, c'est qu'il y a vraiment deux
deux choses qu'il faut mettre au cœur du marché de la rénovation globale. C'est l'accompagnement des ménages et sur toutes les dimensions du projet, depuis la conception des travaux jusqu'à la réception, vraiment un accompagnement. Les ménages, quand ils font de la rénovation, au début on leur dit est-ce que vous avez besoin d'accompagnement, ils disent non, non, on va les revoir après. Si vous aviez su, est-ce que vous auriez dit que vous aviez besoin? Ils auraient dit oui. Donc clairement, il y a quelque chose à faire pour réussir à vendre cet accompagnement, à faire comprendre le besoin d'accompagnement. Alors, accompagnement, est-ce que ça va au-delà? L'accompagnateur MaPrimeRénov', il aide le demandeur à assembler des documents pour pouvoir bénéficier de ces primes. Qu'est-ce qu'ils feraient en plus, là, ces opérateurs ensembliers, par exemple? Ils feraient beaucoup de choses en plus. Ils feraient l'accompagnement sur la partie fin de projet que ne fait pas mon accompagnateur Rénov'. Il ferait aussi des propositions de financement. En fait, il y a l'idée derrière d'avoir une offre intégrée, assise sur des garanties de performance, pour améliorer la confiance dans le marché, pour renforcer la dimension qualité aussi, intégrer le contrôle de qualité, avoir autour de cette notion de performance et d'accompagnement un nœud de déploiement de marché. Et c'est ce type d'initiative et d'innovation qu'on cherche à avoir à travers un appel à projet de France 2030 qui s'appelle Oreno. Donc si ça vous intéresse, là encore, vous pouvez aller voir sur le site de l'ADEME, et qui cherche justement à financer le montage de ces opérateurs assembliers. Donc, dans cette appellation opérateur ensemblier, il y aurait quelqu'un qui serait un peu un accompagnateur financier, plus un accompagnateur MaPrimeRénov', plus il ferait le boulot un peu d'un architecte qui regarde le chantier de bout en bout, tout ça avec une seule personne. Alors, on va voir ce qui va nous être proposé. Ouais. Ça se trouve, ce sera plusieurs personnes, plusieurs interlocuteurs pour le ménage. On verra parce que c'est vrai que la personne qui arrive à tout faire, c'est peut-être un mouton à 5 pattes, mais une organisation qui propose le bon conseil au bon moment au ménage, ça, par contre, c'est totalement envisageable. Donc, ça fait partie des pistes d'innovation qu'on va financer à travers cet appel à projet France 2030. Merci beaucoup pour cet entretien. Alban Gaspard, je vous garde encore quelques minutes pour voir s'il y a des questions dans la salle. Ah, madame, on va vous apporter un micro. Bonjour. C'est par là. Est-ce que vous avez fait des travaux de rénovation, madame? Non, pas du tout. En fait, Bonjour. je viens un peu me renseigner. Je suis scientifique et je m'intéresse, de par la sensibilisation à la menace climatique, à l'évolution de ce secteur. Scientifique de quel domaine? Je suis chercheur En quoi? en évolution des matériaux irradiés, donc dans le nucléaire, D'accord. on va dire. Et c'est vraiment par envie de voir ce qui se passe dans ce secteur fondamental que je suis là aujourd'hui. Et du coup, sur ce que vous avez dit, il y a deux éléments qui ne me semblent pas ressortir. Donc, je suis un peu curieuse de voir comment vous gérez. Alors, il y en a un, c'est finalement l'invitation à ce qu'on appelle la low-tech, c'est-à-dire à finalement plutôt baisser le niveau des technologies dans ce qu'on imagine pour le futur, parce que c'est très, très gourmand en métaux, en ressources naturelles, et donc ça crée aussi des problèmes géopolitiques sur l'accaparement des mines sur la planète. Donc, comment le secteur prend connaissance de ces faits et le traduit en prospection, puisqu'on voit bien que le bâtiment, vos interlocuteurs aussi ont bien insisté, le bâtiment, ça s'anticipe énormément pour que ce soit efficace. Et la deuxième chose, ce sont les éléments de zéro artificialisation, puisqu'on parle du climat. Mais l'autre volet qui est tout aussi fondamental pour les conditions de viabilité, c'est la préservation de la biodiversité. En tout cas, je vous remercie de votre intervention. Ça fait 3 questions. Si je résume, votre première question, c'est low-tech, c'était sur en fait, le numérique responsable et les ressources qu'on utilise pour fabriquer du numérique. Le low-tech, c'est même zéro numérique, en fait. Vraiment retourner à des choses recyclables. Mais je pense que vous allez m'en parler plus. Alors oui, sur la question du low-tech, je vous invite à aller voir sur le programme Profil. Ils ont fait toute une série de podcasts sur la rénovation low-tech pour essayer de comprendre exactement qu'est-ce que ça voulait dire concrètement, donc au niveau des matériaux, etc. Donc ça fait une ressource. Clairement, la question... Alors, dans la rénovation, on sait qu'il va falloir isoler, on n'y coupera pas. Il va falloir poser des équipements, on n'y coupera pas non plus. Après, peut-être que c'est la couche data autour sur laquelle il faut travailler et sur laquelle, pour le moment, à ma connaissance, mais comme je ne représente
je présente mes collègues de l'ADEME, mais je n'ai pas toutes leurs connaissances. Peut-être qu'il y a des études, mais à ma connaissance, Vous êtes très bien. il n'y a pas. Et sur l'artificialisation des sols aussi, vous aviez une question. Ça, c'est un point extrêmement important parce que je vous ai dit au tout début de mon intervention, ce qui capte du CO2, c'est les forêts et c'est les sols. Et donc, en fait, quand on artificialise, on empêche le sol de jouer cette fonction de captation du CO2. Et donc, l'habitat est responsable de mémoire à plus de 75% des phénomènes d'artificialisation des sols en France. Donc, clairement, il y a quelque chose à jouer, non pas peut-être sur la rénovation d'un logement dans lequel il y a déjà des gens, mais sur la rénovation de tous les bâtiments qui sont sous-occupés à l'heure actuelle. On a 10% du parc en France qui est des logements vacants, 3 millions de logements vacants. On a des logements, là aussi 10%, 3 millions de logements qui sont occupés de façon occasionnelle, que sont les résidences secondaires. On sait qu'on va avoir des bureaux qui vont ne plus trouver preneur avec le développement du télétravail, etc. Est-ce qu'on ne peut pas verdir un peu ces coins-là ? En fait, un des enjeux, ça va être de réutiliser ce bâti existant dans lequel on a déjà investi du carbone, puisqu'on les a déjà construits, pour pouvoir les mettre à disposition, en fait, les réutiliser. Et ça permettrait en fait de baisser de façon importante le besoin de logement neuf. Et donc, un des facteurs qui explique l'artificialisation des sols. Il y a plein d'autres facteurs, notamment sur quand on construit, est-ce qu'on construit une maison sur une parcelle ou est-ce qu'on construit du dense ou du petit collectif, etc. Mais sur cette question du besoin en logement neuf et de combien il faut construire, ça fait partie d'une des clés de la réponse aux ZAN. Je crois qu'on a le temps de prendre encore des questions. Monsieur là-bas, s'il vous plaît. Bonjour. Oui, bonjour, Nassef de DigiLogement. Moi, ma question, c'est par rapport... aujourd'hui, on a cumulé beaucoup de data dans le logement et je ne vois pas qu'il y a des études prédictives qui ont été faites pour optimiser la performance énergétique. Et puis, où est-ce qu'on en est avec l'intelligence artificielle qui permet aussi de donner beaucoup de solutions. Et je trouve qu'il y a un retard énorme sur ce plan. Et l'ADEME n'encourage pas suffisamment ces études-là et en connaissance de cause. Ok, ça c'est cadeau. Alban, c'est à vous. Il y a beaucoup d'études quand même. Alors, je ne vais pas pouvoir vous répondre. C'est un peu sur la question de l'impact du numérique dans le bâtiment. Ce n'est pas un secteur sur lequel j'ai des connaissances, donc je préfère pas dire de bêtises. De mémoire, on doit avoir une étude en cours sur le sujet, mais je préfère pas m'avancer sur le sujet. Après, les études prédictives, il peut y avoir plein de types d'études prédictives, soit de la simulation thermodynamique, soit au contraire des prédictions, enfin des projections au niveau du parc à 2050. Donc après, à voir exactement. Mais on dispose de. Est-ce qu'il peut y avoir une base de données accessible au public et aux entreprises qui soit disponible ? Alors, sur le bâtiment, vous avez plusieurs bases de données qui commencent à se construire. Je vais essayer de ne pas me tromper dans les sigles. Il y a la BDNB, la base de données nationale du bâtiment, qui est en cours de construction par le CSTB. Et c'est l'autre sigle où j'ai peur de me tromper. Je crois que c'est URBS, qui est une autre base de données. Je vois la dame qui me dit non, mais si vous tapez quelque chose des bases de données sur Google, vous allez les trouver. Et ça, c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que ça y est, on commence à avoir des bases de données qui vont nous permettre peut-être de mieux projeter, de mieux comprendre les bâtiments. Sur les questions d'adaptation du bâtiment, vous avez une autre base qui est hyper intéressante qui s'appelle BATADAPT, qui a été développée par l'OID, l'Observatoire de l'immobilier durable, où là, vous rentrez votre adresse ou l'adresse de bref, les caractéristiques techniques de votre bâtiment. Et il vous dit si vous êtes sur une zone de retrait-gonflement des argiles, où vous allez avoir des problèmes de confort d'été, etc., en fonction par exemple des caractéristiques techniques du bâtiment, est-ce qu'il est traversant, etc. Monsieur, est-ce que vous connaissiez ces informations-là et vous trouvez que ça ne répond pas suffisamment à vos besoins ? Je ne pense pas que c'était... D'accord. Monsieur là-bas, une dernière question s'il vous plaît. Alors j'en ai deux. Bonjour. La première, c'est, vous avez évoqué le fait qu'en gros, il faut multiplier par 15 le nombre de rénovations BBC. Et il faut 150 000 personnes de plus pour le faire, c'est ça ? Or, aujourd'hui, il y a 1 million de travailleurs dans le bâtiment. Donc ça fait 15% en plus. Pour faire x15, est-ce que je dois en déduire que la construction neuve va drastiquement diminuer ? Ou est-ce que c'est autre chose qui va se passer ?
Alors, il y a un premier enjeu qui est celui du report. C'est-à-dire que là où avant, en tant qu'artisan, vous faisiez un geste isolé, maintenant, vous allez faire un geste dans le cadre d'une rénovation globale. Donc, c'est toujours le même geste, etc. Mais par contre, vous allez avoir à titre individuel plus d'impact parce que vous avez fait ce geste-là. Donc, il y a quand même cette partie-là à ne pas négliger. Ensuite, la question du volume d'activité de la construction neuve, ça fait partie en fait des points sur lesquels on peut avoir des scénarios qui sont très différents. On évoquait le ZAN tout à l'heure, donc nous dans nos scénarios ADEME, on s'est dit on va essayer d'explorer des choses très différentes justement pour voir ce que ça donne. Entre je poursuis les tendances existantes, et si je poursuis les tendances existantes, je construis moins que ce qu'on a construit dans les 30 dernières années parce qu'il y a un ralentissement démographique en France, et que le vieillissement de la population, etc., n'est pas en capacité de produire en fait une demande de logement. Soit je fais carrément de la démolition-reconstruction d'un certain nombre de trucs qui sont plus adaptés, ou je densifie les villes, etc. Et là, je construis à peu près ce qu'on a construit sur les 30 dernières années. Soit je mets un braquet totalement sur la sobriété, donc la sobriété immobilière, et là, je réinvestis les logements vacants, les résidences secondaires. On a 700 000 personnes à l'heure actuelle en France qui vivent seules dans des logements de plus de 6 pièces. Donc se pose la question aussi peut-être de restructuration lourde, etc. Ils peuvent prendre quelques colocataires peut-être, ça pourrait nous aider à avancer un Par petit exemple. peu sur notre sujet. Et là, on arrive à peu près un tiers de ce qu'on a construit sur les 30 dernières années. Donc vous voyez, la fourchette est extrêmement large en fonction de la stratégie qui sera utilisée. Donc il n'y a pas de boule de cristal, il y a 5, 6, 7 scénarios possibles et c'est peut-être difficile de se projeter sur les 20 prochaines années. Alors ça m'amène à ma dernière question. Ah, il y en si avait vous voulez plein, bien. vous aviez un stock. J'ai dit 2, c'est ma deuxième. Vous semblez avoir, il y a plein de perspectives, mais vous semblez avoir une vision très claire dans les différentes façons d'aborder les choses. Or, si on regarde sur le prisme du marché, du côté des clients comme du côté des entreprises, il y a un grand flou, une grande difficulté de s'y retrouver dans les méandres des aides et des réglementations. Qu'est-ce qui, selon vous, explique ce hiatus ? Alors, je vais plutôt vous répondre en qu'est-ce qui, selon nous, pourrait aider à améliorer la situation en rebondissant sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le rôle de l'opérateur assemblier. Sur le fait que si on met au centre du marché la garantie de performance, on doit pouvoir réussir à lever un certain nombre de freins en termes de confiance. Si on met sur le marché des montages financiers... Ça, j'ai bien compris, Voilà. hein. Mais je vais être plus précis. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas en... Ah, tiens. Censure, voilà. Par ceux s'est qui dit que- décident. Alors, on est en contact permanent avec nos ministères de tutelle, donc c'est un dialogue et on a bien conscience qu'entre voilà, ce qu'il y a dans nos scénarios, les réalités de terrain, il y a toujours des allers-retours qui ne sont pas simples à faire. Mais je pense que le fait qu'on soit là aujourd'hui autour d'un forum qui s'appelle Rénovation globale et performante est en soi une belle avancée par rapport à ce qu'il y avait il y a quelques années. On a essayé de répondre au mieux à vos questions. Merci à toutes et merci à tous d'avoir été attentifs pendant ce format un peu spécial, là, puisque c'était une interview. Alban Gaspard, merci beaucoup de nous avoir apporté cette vision prospective. Je vous retrouve ici tout à l'heure dans 30 minutes pour la prochaine session. Ça va ?